Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. Ce soir, nous recevrons pour vous sur ce plateau Jean-Louis Kama, qui est notre rédacteur en chef et chargé de questions économiques au service des informations d'Antena. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Richard Mouyej, a présidé aujourd'hui en son cabinet de travail la cérémonie de présentation du logiciel d'inspection générale de la territoriale. La spécificité de cet outil de travail est d'avoir des informations en temps réel de la base à la centrale des entités territoriales. Ricardo Bakwa et Damien Maungu. Conçu par l'inspection générale de la territoriale va promouvoir le développement au niveau des entités territoriales décentralisées. Sa banque de données contribuera à diffuser des informations en temps réel. Soit faite de manière automatisée, rapide, instantanée et surtout qu'elle serve à quelque chose. L'administration centrale peut suivre ce qui se passe sur le terrain. Le terrain informe de manière automatique l'administration centrale. C'est une banque de données qui va contenir les informations qui permettront de mesurer les indicateurs de la décentralisation. Qu'on sache exactement qu'est-ce qui a été fait dans telle entité décentralisée depuis que les lois sont appliquées. Cet outil de travail est d'une importance capitale car il permettra aux autorités au niveau central de procéder en même temps à l'évaluation et au contrôle des services des entités territoriales décentralisées. Richard Mouyej a également insisté sur le fait que cet instrument de travail permette de faire une meilleure évaluation de la situation sécuritaire dans l'arrière-pays. Et voilà, un sujet qui fait couler encre et salive, un sujet qui fait bouger la République démocratique du Congo. C'est donc celui du changement de la Constitution. Le pasteur Théodore Mugalou, chef de la maison civile du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, se veut l'église au milieu du village. Lui a opté carrément pour le changement de la Constitution, une Constitution laïque avec Dieu, soutient-il. Il a expliqué aujourd'hui devant toute la presse. Blaise Lunda et Alain Kiouka dans l'assistance. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est le passage biblique qui fonde la démarche du pasteur Mugalou, chef de la maison civile du président de la République. Enraciné dans les Saintes Écritures, l'homme de Dieu estime qu'il est temps que le Congo ait Dieu comme fondement et honore ses pères spirituels, en l'occurrence le prophète Simon Kimbangu et le cardinal Joseph Albert Maloula. D'où son combat pour le changement de la loi fondamentale de la RDC. Nous sommes en train de plaider pour une constitution stable. La Constitution, selon Psaume 33, verset 12, américaine, elle date de 1776. C'est-à-dire qu'en 1976, 200 ans, la même Constitution, elle est stable. La Constitution française, elle n'a pas encore fait un siècle. Elle a déjà changé 5 fois. On cherche à la changer la 6e fois. C'est que les choses qui n'honorent pas Dieu, c'est pour des générations, c'est pour la postérité, ce n'est pas un combat ponctuel. C'est pourquoi nous disons nouvelle constitution sans Dieu. Non, non, non. Psaume 127, verset 1. Celui qui bâtit la ville sans Dieu, il travaille en vain. Révision, constitution sans Dieu. Non, non, non. Psaume 127, verset 1. Anti-révision, constitution sans Dieu. Non, 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 non. Psaume 127, verset 1. Nous voulons nouvelle constitution avec Dieu. L'ambassadeur Théodore Mugalou a opté pour un travail pédagogique. Pour ce faire, il a initié une série de rencontres avec des leaders d'opinion, que ce soit des partis politiques ou de la société civile, pour leur expliquer sa vision basée sur la pédagogie constitutionnelle d'Abraham Lincoln. Et le message a été plutôt bien reçu. Alors, entre la révision et le changement de la Constitution, où penche désormais la balance? Côté changement, bien sûr, parce que nous venons d'entendre et nous sommes pour le changement de la Constitution. Surtout qu'on parle de Dieu. On peut toujours changer si Dieu ne change pas. Comme c'est pour l'intérêt du peuple congolais, nous la soutenons. Ce soir même, nous allons nous voir, nous allons à côté tout le monde. Pour s'organiser, on va descendre dans des terrains partout, même dans les provinces. On va aller pour soutenir ces démarches.
Homme de conviction, Théodore Mugalu compte poursuivre son combat et son travail pédagogique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour le bien des générations futures. C'est bon, bougez. Après plusieurs semaines d'absence, Jean-Louis Kama revient avec la phrase de la semaine. Suivez la rédaction d'images, des phrases et des mots qu'il nous propose. Des images qui disent beaucoup. Il y a des mots qui pèsent. Une étape fondamentale. Guichet unique intégral du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Climat d'affaires en République démocratique du Congo. L'encadrement des filles mères, jeunes garçons, veuves et autres vulnérables, ainsi que l'hébergement en situation difficile. Votre humanisme. Patrice Emery Lumumba, surtout les enfants. Et il y a surtout des phrases. Lorsque le président tunisien est arrivé ici, il m'a dit, mais je vais aller toucher quelque chose de Lumumba. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux aller toucher? On l'a amené jusqu'auprès de sa veuve. Il a salué la veuve et il en était très content. L'avenir de demain, c'est eux. C'est eux qui vont diriger le pays. Et on dit toujours qu'il faut connaître l'histoire pour ne pas répéter les erreurs de l'histoire. J'invite également les comités de pilotage de la réforme des guichets uniques du commerce extérieur, qui a été cité ici, d'assurer un suivi professionnel de la mise en œuvre de cette réforme et de veiller à l'accomplissement par l'État de ses engagements contractuels vis-à-vis de l'opérateur qui vient d'être recruté, en termes notamment des facilités administratives, facilités fiscales, facilités douanières nécessaires à son installation et à son déploiement dans le territoire national. Ainsi va la vie. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de mots et de petites phrases. Plutôt spécial, et je vous l'ai dit en début de ce journal que nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Kama, qui est notre rédacteur en chef et aussi notre chargé de questions économiques. Alors Jean-Louis, pour savoir comment vous inspirez qu'est-ce qui vous inspire pour l'écriture de la phrase de la semaine et en quoi consiste-t-elle ces phrases? En fait, c'est de faire les choses de manière un peu plus relâchée, en dehors de tout protocole, en dehors de tout formalisme. Et de pouvoir ainsi peut-être trouver des phrases ou quand on fait le reportage un peu traditionnel, on n'a pas le temps de relever, ou des mots, ou aussi des attitudes. Ça peut être juste un regard, ça peut être un sourire, ça peut être un rire, ça peut être, je ne sais pas, une fois, j'avais fait une phrase de la semaine, je ne sais pas si j'ai pu faire passer l'image, j'avais vu un enfant qui venait du Bas-Congo, un écolier, il est venu en babouche, oui. Ou bien l'ensemble de ministres, de l'ancien Premier ministre et le Premier ministre réunis, ils sont en train de rire. Parce qu'il y a tellement d'images, à la fin, on ne sait pas quoi en faire. Je dis, des fois, on les prend un peu, on les revoit, et puis on peut dire, si vous permettez un peu l'expression un peu lâche, mais les balance comme ça un peu, et que les gens puissent apprécier, puissent un peu aussi se détendre. Parce qu'il y a toujours un peu des mots qui on ne fait pas attention, des petites phrases, des petites piques, des petits mots qui ont leur importance, comme certaines images. Voilà, on va revenir à toi tout à l'heure pour des questions économiques. Entre-temps, nous parlons sport dans ce journal pour ce 97e édition de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le temps est à la modernisation du championnat d'élite quinois. Le président de cette entité l'a fait savoir à la presse vendredi 3 octobre dernier au cours d'un point de presse. Le reportage est signé Papi Katassi.
Pour cette saison, à l'entente prochaine de football de Kinshasa, on espère apporter une amélioration par rapport aux années antérieures. D'où la mobilisation Zénith pour faire de ces championnats la 97e de la série attrayant. Le président et cette structure subdélégatrice de la Ligue de football de Kinshasa l'a dit le vendredi 3 octobre aux professionnels des médias au cours d'un point de presse. Pour M. Nzinga, l'objectif est de faire de ces championnats le plus relevé et le plus attrayant. Nous pourrons prendre les chaînes qui sont sur satellite. Parce que nous voulons valoriser nos athlètes. Aujourd'hui, la valeur des athlètes de l'UPFKI a baissé. Le transfert ne vaut plus ce qu'il valait hier. Et sur satellite pour faire la plus grande visibilité à l'échelle internationale de nos athlètes. À titre de rappel, c'est depuis la semaine passée qu'a démarré la course poursuite pour détrôner le Racing Club de Kinshasa, le tenant du titre. Au public sportif d'appuyer à fond ce championnat pour le bonheur des accros du ballon rond. Et le championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo a bel et bien ouvert ses portes pour sa nouvelle saison. Et pour la première journée, le Daring Club Motema Pembe vient de battre le football club Rajulu sur le score sur le score de 3 buts à 1. La rencontre a eu lieu cet après-midi au stade Tata Raphaël de la Quétule. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Ouvrons à présent la page internationale. Vous le savez bien, Ebola fait encore rage à travers différents pays d'Afrique. Mais cette fois-là, on va parler des États-Unis, où plus précisément dans l'État du Texas, plus d'une centaine de personnes étaient surveillées jeudi par les autorités sanitaires texanes pour déceler d'éventuels symptômes de fièvre d'Ebola qui a été identifié tardivement sur un homme qui revenait du Libéria. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères d'ailleurs. De protection et masque à gaz. Les équipes de décontamination s'affairent encore dans l'appartement d'Eric Duncan. Elles récupèrent les vêtements, les draps ou encore les serviettes qu'il aurait pu utiliser avant son hospitalisation. Ses proches, eux, ont été placés en quarantaine. Nous avons déplacé la famille vers un lieu approprié. Il y a suffisamment de place pour loger toute la famille. Ce lieu est situé dans la ville de Dallas, mais il est isolé des autres habitants. Au total, 50 personnes restent sous surveillance. 10 présentent un haut risque d'avoir été contaminés par Ebola. Des membres de la famille du patient, mais aussi du personnel médical. Sur cette photo en chemise verte, voici Eric Duncan. Ce Libérien est arrivé aux États-Unis sans présenter de symptômes le 20 septembre. Il devient malgré lui le premier cas d'Ebola déclaré sur le sol américain. Les autorités s'emploient maintenant à rassurer leurs concitoyens. Nous comprenons l'inquiétude que peut provoquer ce seul cas sur notre sol. Mais tous les systèmes de santé publique et tous les professionnels de santé sont déployés pour contenir la propagation de la maladie. À Washington, un patient présentant des symptômes similaires à Ebola et ayant séjourné au Nigeria est hospitalisé en ce moment par précaution. Pour tenter de contenir et de combattre le virus à la source, le président Obama a déjà déployé 3000 soldats en Afrique de l'Ouest. Lundi, il pourrait annoncer l'envoi d'1 millier d'hommes supplémentaires. Alors, vous êtes sans savoir qu'il y a quelques semaines, un sujet français a été décapité, mais cette fois-là, c'est au tour d'un Britannique de 47 ans, du nom de Alan Henning, qui a été décapité hier par le groupe État islamique en représailles aux frappes aériennes britanniques contre l'organisation terroriste en Irak. Suivez. Alan Henning, 47 ans. Marié, 2 enfants. Nationalité britannique. Mort décapité par le groupe État islamique il y a quelques heures. Son exécution a été diffusée via des sites islamistes sur la toile. Les djihadistes revendiquent ce meurtre en représailles à la participation du Royaume-Uni dans les frappes aériennes contre leur organisation en Syrie et en Irak. Un acte barbare, selon David Cameron. Nous utiliserons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver ces otages, essayer de les aider, aidons leurs familles et faisons tout ce que nous pouvons pour battre cette organisation qui est tout à fait impitoyable, insensée, barbare dans la façon dont elle traite les gens. Alan Henning était décrit par sa femme comme un grand homme, au grand cœur. Ce chauffeur de taxi de Manchester avait pris des jours de congé pour partir en Syrie avec des amis musulmans pour conduire un convoi humanitaire afin d'aider la population syrienne.
Voilà ce qu'il disait quelques jours avant sa prise d'otage, il y a 10 mois, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Aucun de nos sacrifices n'est comparable à ce qu'ils vivent tous les jours. Il s'agit du 4e otage assassiné par le groupe État islamique depuis août. Un assassinat condamné par la communauté internationale, dont les États-Unis qui annoncent la poursuite de leurs opérations contre le groupe djihadiste. Cette fois encore, voilà la démonstration de la brutalité du groupe État islamique. Et c'est pourquoi le président Obama est déterminé à déloger et détruire ces djihadistes. La Maison-Blanche plus déterminée que jamais. Pourtant, dans la vidéo montrant le meurtre de Alan Henning, les djihadistes annoncent que leur prochaine victime pourrait être cet humanitaire américain Peter Kassing. Ce jeune homme est entre leurs mains et son temps de vie serait désormais compté. Signalons également qu'une Suédoise de 36 ans est entrée dans les annales de l'histoire de l'humanité et de la maternité en donnant naissance à un enfant après une greffe d'utérus. Les détails avec nos confrères de France 24. Un bébé en bonne santé, l'espoir de tous ceux qui attendent un enfant. Le mois dernier, ce rêve est devenu réalité pour un couple suédois. La mère, qui a souhaité rester anonyme, est née sans utérus. Mais elle a tout de même donné naissance à un petit garçon, et cela grâce à une greffe d'utérus. Une première et un immense espoir pour les femmes à travers le monde. Je pense que cela peut avoir un impact énorme parce que cela donne de l'espoir. Cela donne de l'espoir aux hommes et aux femmes qui pensaient ne jamais pouvoir avoir d'enfant. L'enfant était un tout petit bébé. À sa naissance, il pesait 1,8 kg. Il est né au bout de 31 semaines par césarienne. Et si tout s'est bien passé, l'équipe qui a procédé à la greffe d'utérus prévient que la procédure est encore en période de test. La suite dépendra des résultats des recherches à venir sur le même sujet. Donc, cela ne va pas devenir un geste clinique comme un autre avant de nombreuses années. 2 autres greffes de l'utérus ont échoué en Arabie Saoudite et en Turquie. Cependant, des opérations similaires ont déjà été planifiées dans de nombreux pays. Voilà, un miracle plutôt ok. Alors Jean-Louis, juste avant d'entamer les questions économiques, un petit commentaire par rapport aux 2 questions de santé, donc Ebola, puisqu'on retrouve en République démocratique du Congo et déjà vers la fin de la semaine, il y a eu quand même quelques bruits par rapport aux médecins qui se retrouvent à Lokolia. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste en santé, mais quelques-unes de vos connaissances par rapport à ce sujet. Oui, d'abord, je pense qu'il faut quand même féliciter les équipes médicales qui ont travaillé au territoire de Boendé, et parce qu'ils sont pratiquement arrivés à contenir l'épidémie et après aussi, je pense, à guérir plus de 21 personnes. Et bon, paix à leur âme à ceux qui sont décédés, qui ont été fauchés par Ebola. Mais bon, il y a, je crois, dans la réactivité, dans l'expérience acquise depuis des années, dans le calme, éviter toute psychose, je crois que c'était une réussite. Mais le problème maintenant, c'est toujours l'autre. Le problème de l'argent. Je crois qu'ils sont partis en opération commando, donc il leur faut aussi des salaires commando. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils ont risqué leur vie. Et il y a parmi les victimes déjà des personnes du corps médical, des médecins, des infirmiers et tout. Je pense qu'au moins vis-à-vis de leur famille et ceux qui aussi risqués vis-à-vis des autres. Et je pense aussi que ce sont des gens qui méritent de la patrie, qui ont été pour certains très héroïques, mais la moindre chose, c'est que la justice soit faite sur le plan salarial, qu'ils soient payés et qu'on les paye. Parce que ça va de pair. On peut rêver des bons résultats, mais il faut que les gens soient bien soignés, parce qu'il ne faut pas user soin de leur bonne volonté. Sinon après, on va s'étonner que les gens ne veulent pas partir. Mais ce sont en fait des incidents fâcheux qu'on peut régler rapidement et avec une million de bonne volonté. Ok. Et Jean-Louis, il semble... Pour revenir aussi, il y a, je crois, l'exploit aussi de l'utérus, mais aussi pour le cas d'Ebola aussi aux États-Unis. Il faut reconnaître la mobilité, il faut reconnaître que les 3 pays, Sierra Leone, Guinée-Conakry et Libéria, d'où venait ce sujet, qui au départ avait été, on a juste mis le thermomètre, n'avait présenté le symptôme. C'est le problème aussi se pose de structures sanitaires. C'est-à-dire que
comme les structures sanitaires dans ces 3 pays sont précaires, Libéria sortait de la guerre à peu près en même temps que nous, juste un peu avant nous. Sierra Leone aussi a connu des situations à un certain moment difficiles, c'est en tout cas un pays très pauvre. Et Guinée-Conakry qui, elle, a vu, après 4 ans, vécu 50 ans. Oui. Ce qui a favorisé la lenteur, bien sûr, dans leur stratégie de santé. Oui, et la communication entre les autorités et la population. Il y a un tel fossé dans pas mal de ces pays, parce que les autorités semblent ne pas trop s'intéresser à la population, et quand une fois ils leur disent, il y a un niveau d'analphabétisme, niveau d'ignorance, la capacité de communiquer, et effectivement, ça laisse place à la peur, et la peur ne fait pas avancer les choses. Voilà, heureusement qu'un convoi médical a été envoyé hier, on espère de bons résultats par rapport à ces pays. Et voilà, aujourd'hui, on revient sur nos questions économiques. Il semble que la semaine, du point de vue économique, a été suffisamment chargée. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai, suffisamment chargé, parce qu'il y a, bien sûr, il y a toujours la réunion de la Troïka, mais il y a eu en marge aussi, disons, chose qui a un million de caractère économique, c'était ce forum sur la modernisation et la rationalisation de la gestion de l'administration publique. Elle a un peu, on peut dire, la colonne vertébrale de tout pays, de tout État. Mais il y avait aussi, juste avant hier, le lancement du guichet unique intégral de commerce extérieur. Et alors donc montrer que c'est un projet qui date de 6 ans et qui a été avec l'appui du bureau Veritas, un bureau étranger, je crois, d'origine française. Et donc il y a tout un ensemble d'éléments et aussi il y a surtout le dépôt aussi du budget. Le projet de budget présenté par le président, le Premier ministre, déposé au bureau de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que dans quelques jours ou quelques semaines, en fait, il va aller défendre le budget qui est à peu près de 8 milliards et demi de dollars. Voilà, au sujet du budget, comme tu l'as dit tantôt, il est de 8 milliards et demi de dollars. N'est-ce pas peu pour ce pays? Oui, c'est assez surréaliste comment on arrive l'État arrive à fonctionner avec un budget de 8 milliards et demi par rapport à son œuvre, parce que si on pensait que le PIB est sera à peu près de 42 milliards cette année, il faut dire qu'on a commencé dans les années 2000, le budget est tellement baissé qu'il était de 300 millions de dollars. Okay. Alors, il y a de cela beaucoup de choses. On peut parler de la faiblesse de mobilisation de recettes, mais des efforts ont été faits quand même pour arriver à 8 milliards. Il faut maintenant avoir plus de détails sur la proportion qu'a le budget d'origine extérieure, les aides, les dons, les prêts. Généralement, la tendance est que de plus en plus on recourt à notre propre budget propre et qu'on fasse plus de réalisation à base du budget propre, parce que le Transco, Congo Airways qui va être mis en place, ou Bukangalonzo, le parc agro-industriel, c'est des budgets de fonds propres. Les 1000 écoles à construire, les 1000 centres de santé à réhabiliter et bientôt tous les centres municipaux, c'est sur des budgets propres. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a une faiblesse de mobilisation des recettes, mais il y a des efforts, il faut les nier. Mais de l'autre côté, c'est de pouvoir, avec ce modique budget, faire des choses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Le problème, quand on commence à faire, résoudre quelques problèmes, il y a des attentes. Par exemple, vous avez vu les cas des salaires, mais les salaires aussi, on fait, parce que les fonctionnaires peuvent se demander, voilà, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, on construit des centres municipaux, et on construit des aéroports ou d'autres choses, mais les salaires n'augmentent pas. Et donc, il faut nécessairement aussi répondre à certaines préoccupations. Je crois qu'on va surveiller de près les enseignants, donc qui devaient connaître certaines augmentations de salaire. Voilà, on a vu également le gouvernement sur d'autres fonds, lesquels par exemple? Sur d'autres fonds, donc j'ai expliqué maintenant, par exemple, il y a la bataille du guichet unique intégral, du commerce extérieur pour à l'import comme à l'export, et surtout qui va jouer un rôle juste après, quand on a ajouté les opérations d'importation, de contrôle pour vérifier tout ce qui est indépendant, parce que des fois, comme disait une fois, un diplomate disait, voilà, il était un peu dans une installation sportuaire, on dirait non, on a importé, il voyait bien, lui il voyait qu'on a importé du ciment, on dit qu'on a importé du sel. Bon, ça, il faut quand même qu'on arrive à régler ces problèmes. Il faut éviter aux gens qu'à chaque niveau, ils payent à tel service, non, et on paye qu'une fois et on a le problème réglé. Okay. Et qu'on puisse faire le redressement nécessaire. Non, si vous avez la marchandise, vous avez apporté, la quantité n'est pas celle-là, c'est plus, donc vous devez ajouter, etc. Mais et voir aussi en fait comment donc amener plus de traçabilité, de transparence. C'est sûr, ils vont commencer par certainement
le Bas-Congo, le Katanga, les grandes entrées, on peut dire, pour les recettes et tout cela. Mais c'est bien tout ça, mais il faut tenir compte du fait que bientôt on va entrer dans des zones de libre-échange et qu'il faut plutôt développer dans le pays pour créer de la valeur ajoutée, créer des revenus. Parce qu'on ne peut pas compter sur ces douanes. Un pays compte trop sur ses douanes, ses entrées en douane, c'est un pays un peu arriéré. Ok. Voilà, merci beaucoup Jean-Louis d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est vrai que les questions économiques, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui on s'arrête là. Merci et très prochainement on se retrouve avec une nouvelle phrase de la semaine. Tout à fait, la semaine prochaine, premier jour. Ok, voilà, mesdames et messieurs, ces journaliers à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et bon week-end.